Le budget du PDL 145 territoires s'élève à 1,6 milliard. C'est le fonds d'investissement dans la diaspora. Effectivement, Qui travaille l'idée, c'est là-dessus. justement, Là, on retient il y a un les- outil les puissant qu'on est en train de entreprises. mettre en place. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui au studio ETL et Finan TV. Nous avons un nouveau programme aujourd'hui et nous avons le privilège de recevoir des invités de marque qui viennent de la République démocratique du Congo, qui sont ici aujourd'hui sur notre sol, le sol américain, nous allons savoir pourquoi ils sont ici. J'ai le privilège, avant de recevoir ces personnes, de recevoir monsieur qui est à ma droite. Bonjour, cher invité. Je vais vous laisser la place de vous présenter. Et puis, je vais présenter les autres invités. Merci beaucoup et merci de nous recevoir dans ces beaux cadres de votre chaîne de télévision. Je m'appelle Joël Nshiso. Je suis basé en Caroline du Nord, spécialement à Charlotte. Je suis le président du Forum des intellectuels congolais de l'étranger FIS et j'accompagne la délégation qui est venue de Kinshasa sous la direction du conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup, professeur, de nous faire cette introduction. Vous avez parlé du conseiller spécial et de l'équipe qui l'accompagne. J'aimerais tourner vers le conseiller spécial Judé qui est avec nous aujourd'hui. Il va nous dire quelle cellule, quel département il dirige au niveau de la présidence de la République. Conseiller spécial Judé, je vous laisse vous présenter. Merci. Je suis Judé Batibanga, le conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la pauvreté depuis mars 2019. J'ai effectivement une équipe qui m'accompagne, donc la cellule de lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup, conseiller spécial. Nous avons le plaisir de vous avoir ici. Vous avez parlé de l'équipe qui vous accompagne. J'ai à ma gauche M. David. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle David Moudilo. Effectivement, je fais partie de l'équipe du conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté. Je travaille avec lui sur différents sujets, mais principalement sur le sujet de l'implication de la diaspora congolaise dans le développement de la RDC et je suis coordonnateur du Forum de la diaspora, parmi lesquels on a organisé le Forum de novembre 2021, où on a eu la diaspora qui a pu communiquer, dialoguer avec les autorités publiques de la RDC, notamment le chef de l'État. Merci beaucoup, chers invités, David, professeur et le conseiller spécial. Les États-Unis, c'est un grand pays. Nous avons le plaisir de vous avoir ici et nous voulons savoir quelle a été, en quelques mots, la raison principale de votre visite. Est-ce que vous êtes venu directement aux États-Unis ou vous avez commencé ailleurs? Quelle est votre principale raison, quelle est la principale raison de votre visite ici? Effectivement, on est venu directement du pays. Nous avons commencé par New Haven, à Yale University. Après Yale University, on est allé à l'université de New Haven avant de descendre, n'est-ce pas, à Washington. De Washington, nous sommes passés par Charlotte, Caroline du Nord. Et voilà, nous sommes à la dernière étape ici au niveau de Atlanta. Et donc, ma mission, principalement, c'est dans le cadre du programme PDL 145 territoires, c'est-à-dire programme de développement local de 145 territoires, que le chef de l'État a lancé et qui s'adresse aux défis du développement donc, du monde rural congolais. Un programme constitué de 145 projets multisectoriels, autonomes, intégrés, en raison d'un projet par territoire. Et donc, c'est dans ce cadre que je suis venu parler, expliquer d'abord ce programme, n'est-ce pas, aux Congolais de la diaspora et aux partenaires à l'extérieur, et surtout les appeler à intégrer ce programme pour qu'on y aille avec une forte implication du secteur privé pour impacter significativement nos communautés. Très bien, vous parlez de secteur privé, mais j'aimerais déjà vous dire que ce programme de 145 territoires est un programme qui fait vraiment parler de lui.
partout, que ce soit ici dans la diaspora, mais aussi au pays. Beaucoup de gens ne comprennent pas exactement comment vous allez vous y prendre, parce que c'est un grand projet, comment vous allez vous y faire. Mais nous allons vous laisser la place, et à vous et à David qui vous accompagne, de répondre à nos questions et aux questions que nous recevons des gens qui nous suivent. Mais avant, j'aimerais donner la parole au professeur de nous dire pourquoi je dois vous recevoir ensemble, vous, président de FIS, et la délégation de Kinshasa. Pourquoi je dois vous recevoir ensemble? Quelle est votre relation? Très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, FIS, le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, a cette mission de réunir les Congolais de la diaspora, partout où ils se trouvent, en tenant compte de leurs compétences, de leur expertise, pour analyser les problèmes qui se posent dans notre pays, tout comme les problèmes qui se posent ici dans la diaspora, et de proposer des solutions adaptées à ces problèmes. Étant créé, FIS a pu s'intéresser à certaines situations qui se passent au pays, tels que les programmes de développement des 145 territoires, pour voir de quelles mesures ils pouvaient contribuer à la réalisation de ces programmes et donner des propositions qui permettent d'avancer et de réussir, parce qu'il faut toujours commencer quelque part. Donc, à partir de cela, nous avons été donc invités au mois de novembre 2021 au forum de la diaspora qui s'est tenu à Kinshasa. C'est donc à cette occasion que j'ai eu le privilège de rencontrer le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et M. David Moudilo, qui est le coordinateur de ce programme. Et voilà, tout est parti de là. Et nous avons été demandés de les accompagner durant leur visite ici aux États-Unis pour pouvoir mettre la diaspora autour d'eux afin qu'ils puissent expliquer ces programmes. Et nous sommes très fiers et très contents de la manière dont les choses se sont passées jusqu'à ces derniers jours que nous terminons la mission à Atlanta. Merci beaucoup. Vous terminez la mission à Atlanta. Est-ce que c'est la dernière mission? Est-ce que vous allez revenir? Quand est-ce que vous reviendrez? Je vais vous demander au conseiller spécial. Et puis après, j'ai une question pour M. David. En fait, c'est la première mission, mais nous pourrons toujours revenir autant que de besoin. OK. Autant que l'appel vous sera fait. Oui, mais plus le besoin, je voudrais dire. J'ai aussi une question pour ça. Personnellement, la plupart de vous me connaissent, je suis donc Franck Yatta, le coordonnateur et chairman de Congo Global Connection. Vous savez, nous sommes facilitateurs d'affaires et d'investissements pour la République démocratique du Congo. Le conseiller spécial a dit qu'il reviendra quand il y aura besoin. Eh bien, nous avons besoin. On va en parler tout à l'heure. Monsieur David. Monsieur Franck. On a parlé de la place de la diaspora. Vous êtes coordonnateur, vous êtes responsable de cette partie. Quelle est la place que le projet de 145 territoires donne à la diaspora? En fait, le projet de 145 territoires, c'est un projet global de développement de la République, surtout des milieux ruraux. Et dans ce contexte-là, on sait que les pouvoirs publics, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, va investir 1,6 milliard de dollars pour des investissements, des infrastructures sociales au niveau des 145 territoires. Mais pour développer l'économie dans les 145 territoires, nous avons besoin du secteur privé. Nous avons besoin qu'au niveau des 145 territoires, il y ait une réelle économie. Et c'est là où la diaspora a un rôle majeur à jouer. Parce que la diaspora, qui a acquis aussi des compétences au niveau des pays d'accueil, comme ici aux États-Unis, mais aussi qui peut aussi mobiliser des ressources financières, doit pouvoir être accompagnée pour qu'elle investisse dans les 145 territoires. Et c'est ainsi qu'on est en train de travailler avec la diaspora pour collecter les informations, pour savoir quelles sont leurs appréhensions et savoir comment, justement, on peut les accompagner pour qu'ils investissent, non pas à Kinshasa, non pas à Lubumbashi, mais dans les territoires pour qu'on ait une réelle impulsion au niveau de la base, au niveau des territoires, pour que le développement vienne de là.
Très bien. Avant de rentrer chez le spécial, quel est le budget? Est-ce que le pays a un budget alloué à ce projet? Et s'il y a un budget, que couvre ce budget? Couvre-t-il tout le projet ou quelle est la partie qui manque et d'où vous l'entendez? Ok. Le budget, comme je viens de le dire, il est de 1,6 milliard de dollars. Ce budget vise d'abord quoi? Ce budget vise à créer les fondations pour lancer le développement dans les 145 territoires. Ce budget vise les secteurs sociaux, donc l'éducation, la santé, vise à le renforcement des capacités dans la gouvernance au niveau local. Ce budget aussi permet aussi de mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation pour qu'on puisse être réellement, on puisse voir la réalisation des activités, des projets à la base et que effectivement les acteurs qui vont mettre en œuvre soient redevables vis-à-vis de la population. Mais maintenant, au niveau aussi de ce budget, il y a une partie qui vise à relancer l'agriculture. Vous savez, comme tout le monde, que l'agriculture est le principal secteur économique en RDC, qui couvre à peu près 70% de la population qui pratique l'agriculture. C'est ainsi que dans la stratégie de ce projet, on s'est focalisé dans le secteur agricole. Et lorsque je parle d'agriculture, je parle d'agriculture dans une vision large. J'inclus l'élevage, j'inclus la pêche, la pisciculture, etc. Donc l'agriculture en soi est la principale stratégie économique de relance de l'économie au niveau des 145 territoires. Donc, il y a une partie du budget qui va être allouée à l'agriculture pour renforcer un peu les capacités des petits producteurs agricoles et des petits éleveurs et des petits pêcheurs pour que, avec maintenant l'appui de la diaspora et du secteur privé, on crée une réelle économie au niveau de la base. Très bien. Vous dites un budget qui va être alloué, qui va faire ceci. Je reviens au conseiller spécial. Combien d'argent avez-vous là maintenant sur ce compte-là? Pas précisément, hein, mais combien d'argent avez-vous et combien voulez-vous collecter? Combien d'argent avez-vous pour réaliser? Et aussi, à côté de cette question, quel est le pourcentage de réalisation de ce projet maintenant qu'on est à une année ou presque un peu plus d'une année des élections? Donc, le budget du PDL 145 territoires s'élève à 1,6 milliard, comme David l'a soulevé tout à l'heure, et le projet ne vient que de commencer. Donc, il est difficile pour moi aujourd'hui de prétendre qu'on a déjà fait des réalisations qui dépassent 20 ou 30%, puisqu'on était encore au niveau des appels à manifestation d'intérêt. Jusque-là, on retient les entreprises qui doivent effectivement réaliser des ouvrages à travers les territoires. Et donc, s'il y a un gap important, à mon avis, c'est le gap qui nous permet de réaliser le rêve du chef de l'État, c'est-à-dire la révolution agricole, la revanche du sol sur le sous-sol. Et c'est donc là que nous avons besoin, effectivement, d'avoir suffisamment de capitaux privés qui entrent pour créer des activités dans le secteur agricole et revitaliser l'économie rurale. Ok. Vous parlez des capitaux privés. Je sais parce que c'est un peu mon domaine d'activité. Nous pensons ici que les capitaux privés n'ont pas vraiment de difficultés à arriver. Ont des difficultés, on va dire, mais il y a des moyens, il y a des mesures qui peuvent être surmontées autrement ou dans une certaine mesure. Ma vraie question est celle-ci. Vous parlez des capitaux privés. Quelles sont les garanties que vous, les décideurs, le niveau le plus élevé au niveau du Congo, quelles sont les garanties que vous pouvez donner, même si quelqu'un indique que c'est les investisseurs qui imposent les mesures de garantie et c'est à vous d'accepter. Jusqu'à où pouvez-vous aller pour garantir et sécuriser ces investissements directs étrangers, privés soient-ils? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans le pays. D'abord, nous avons l'ANAPI, qui est l'agence, n'est-ce pas, pour la promotion des investissements, qui fait un travail remarquable dans le sens de d'abord satisfaire l'investisseur comme un client, comme on dit, le client est roi.
Donc l'agence est là, il a un travail détaillé. Et dans le cadre, n'est-ce pas, du PDL 145 territoire, il y a des agences de mise en œuvre qui ont signé le contrat avec le gouvernement pour pouvoir implémenter ce programme. Et donc, aujourd'hui, même les investisseurs qui viennent ou ceux qui ont la prétention de gagner quelques marchés au niveau des agences, ce n'est même pas l'État. Donc, ça se passe des entreprises aux agences d'exécution. Et donc, je ne vois pas où est-ce que les partenaires qui viennent doivent avoir des craintes. Bon, je sais que d'une façon globale, donc, les climats des affaires était assez morose dans le pays. Il est en train de s'améliorer. Mais donc, au cas par cas, s'il y a réellement des éléments, le gouvernement et même mon service est prêt à accompagner les partenaires qui viennent pour une meilleure mise en œuvre de ce programme. Très bien, vous dites mon service est prêt à accompagner, donc c'est à votre niveau comme une parole d'honneur que vous donnez avec l'assainissement du milieu, du cadre des affaires, vous parlez. Donc vous dites en fait, en d'autres termes, que les choses sont en train de s'améliorer et que les investisseurs peuvent se sentir un peu plus à l'aise d'emmener leurs capitaux là-bas. Je voudrais revenir au professeur rapidement. Est-ce que c'est l'avis du professeur aussi? Dans le FISC, est-ce que vous croyez que effectivement ces mesures d'encadrement ou d'assainissement sont réelles au niveau du pays? Oui, avant de vous répondre à cette question, je me faire référence à un grand projet que j'ai entrepris il y a maintenant plus de 2 ans. C'était la réintégration de la République démocratique du Congo dans l'AGOA pour reprendre la coopération commerciale donnée à tous les pays de l'Afrique subsaharienne avec les États-Unis. Il fallait prouver effectivement, au moment de la plaidoirie, qu'il y a une amélioration du cadre économique, il y a un assainissement qui a commencé et qui se poursuit et qui peut donner confiance aux investisseurs. Ça ne demande pas une baguette magique, mais ça demande de commencer quelque part, comme j'ai dit, et de poursuivre le travail. Et Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est très engagé. Ici, je dis très engagé parce que la volonté politique est ce qui détermine cette amélioration du cadre macroéconomique du pays. Et je suis de cet avis. Et j'encourage mes compatriotes de la diaspora à savoir qu'ici, ça demande un accompagnement, ça demande de mettre la main à la pâte, ça demande de, comme nous disons en anglais, get your feet wet and let's move on. Tout à fait. Let's move on. Ça, c'est une très bonne conclusion, cher professeur. Nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir dans un moment après cette pause publicitaire. Merci. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le conseiller spécial du chef de l'État de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi. Il est en charge de la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Il se fait accompagner de M. David et ici nous avons le professeur à côté de nous, du président de FISC qui le reçoit ici à Atlanta. Monsieur le conseiller spécial, est-ce que vous pensez que votre travail est facile? Est-ce que vous pensez que votre travail est réalisable? Vous êtes chargé de la lutte contre la pauvreté. C'est un grand terme, ça. Comment vous voyez attaquer la lutte contre la pauvreté? Ce n'est pas prétentieux, ce n'est pas une question de rêve. Est-ce que c'est une chose qui est possible? Ok. Disons, dire que le travail est facile, non, il n'est pas facile du tout, mais il est réalisable. Donc, jusque-là, je peux dire que nous avons réussi à mettre sur pied un programme qui est la vision du chef de l'État sous son inspiration. Et donc, ce programme, normalement, devait être aujourd'hui même à 60 ou 50% de réalisation n'eût été Covid-19, puisqu'il a été lancé en octobre 2019.
avec prétention de démarrer en 2020. Malheureusement, Covid-19 nous a fait connaître une année blanche. Et donc, on s'est réveillé en juillet 2021 avec un environnement international qui ne parle que Covid et que la mobilisation des fonds n'était plus facile. Voilà ce qui nous a conduit au PDL 145 territoires, juste pour s'adapter au délai qui nous reste et aussi au contexte, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds où la mobilisation était difficile. Donc, pour l'instant, nous avons adopté une approche qui est tout à fait innovante pour la gestion de ce programme, donc, qui s'est fait au niveau de l'agence d'exécution. Et donc, nous nous occupons du suivi de la mise en œuvre. Donc, je peux dire que c'est bon et c'est réalisable. Ce rêve-là va pouvoir se concrétiser. Très bien. Je voudrais poser une question qui s'attache un peu plus à ce que je fais essentiellement dans Congo Global Connection. Nous avons une théorie qui n'est pas nouvelle, mais qui est... les gens n'en parlent pas beaucoup. Nous sommes pratiquement les seuls à insister sur ce point-là. C'est les petits investissements. Cette théorie va de quoi? Cette théorie va du fait que nous pensons le Congo, et tout le monde le sait, est situé internationalement dans une zone rouge. Des gros investisseurs, des institutions financières dans le monde ont du mal à investir au pays. Quand on parle de 500 millions, de 200, 1 milliard, 2 milliards, c'est difficile de mettre de l'argent dans ce pays-là, jusqu'à ce que nous puissions prouver de la bonne gouvernance, selon leurs termes, hein, jusqu'à ce qu'on puisse prouver de la bonne gouvernance, etc., etc. Le Congo Global Connection, donc, a cette théorie qui dit que nous pouvons aider, tant soit peu, avec des petits projets, des petits investissements. Ça veut dire quoi? Des projets de 1 million de dollars, de 5 millions de dollars, dont le financement peut ne pas venir de ces institutions financières, qui peuvent venir des individus, des privés. On parle du secteur privé. Est-ce que, et je crois que vous l'avez déjà répondu, et je voudrais que vous le disiez encore, est-ce que vous êtes suffisamment organisé pour recevoir des petits investissements? Des petits investissements, c'est-à-dire 2-3 personnes se mettent, ils viennent, ils choisissent un projet qui n'est pas le leur, mais un projet que vous avez disponible, qui ne souffre que d'un financement, vous l'acceptez et vous accompagnez ce projet-là. 1, 2, 3, 10, 100 projets pour réaliser un plus grand. Est-ce que vous avez des mécanismes concrets pour supporter, pas des gros investisseurs, mais des petits investisseurs? Très bien. Je pense que là, vous nous rejoignez parce que c'est ça notre vision. Quand je dis que nous ne pouvons pas juste nous contenter de l'investissement public dans le cadre du PDL 145 territoires pour révolutionner, n'est-ce pas, l'agriculture et revitaliser l'économie rurale, c'est que nous tendons la main vers le secteur privé. On sait que le secteur privé, ce n'est pas forcément des investisseurs auxquels vous faites allusion. Moi, je crois au génie congolais. Je crois aux Congolais, je crois, n'est-ce pas, au génie de la diaspora, avec des petits projets qui peuvent venir dans le cadre de ce programme et nous sommes disposés à les accompagner. Lorsque nous avons tenu le forum, n'est-ce pas, de novembre de l'année passée, il y a eu une matrice de recommandations parmi lesquelles la création du fonds d'investissement de la diaspora. Nous sommes là-dessus et nous avançons. Et au cours de cette visite-là, c'était aussi pour faire un état des lieux, n'est-ce pas, sur l'avancement, l'état d'avancement de cette recommandation. Et ça, pour nous, c'est un mécanisme puissant, robuste, qui va non seulement accompagner, qui va conseiller et qui va financer les petits projets ou les micro-projets, pour bien dire, au niveau de... Très bien conseillé. Avant de donner la parole aux autres, j'aimerais juste accompagner ce que vous dites. Est-ce que si dans un futur relativement proche, vous recevez une invitation de la diaspora, ça peut être le Congo Global Connection ou une autre structure, de vous inviter, vous, et ceux qui sont dans, comment vous avez appelé ça, l'accompagnement, ceux qui... Non, pas l'ANAPI, vous avez parlé de ces structures de... ça va revenir.
Donc, la question était, est-ce que vous êtes disposé, si vous recevez une invitation dans les prochains jours, de venir avec toutes les composantes en termes de décision? Vous emmenez des représentants ou des décideurs eux-mêmes de toutes ces composantes qui sont dans la réalisation de 245 projets ici aux États-Unis et rencontrer des investisseurs ici, signer des lettres d'intention ou des collaborations à partir d'ici. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une des difficultés majeures que certains investisseurs ou petits investisseurs ont ici, ils arrivent au Congo, ils ont leur argent, petit argent, mais souvent certains passent de temps à rencontrer certains décideurs. Ça peut être des décideurs politiques, ça peut être des décideurs du milieu administratif, ça peut être des décideurs de tous les milieux. Mais ils essayent d'organiser leur structure, mais ils ont des difficultés à rencontrer ces décideurs. Ils ne sont pas là, les ministres et tout ça là. Donc nous pensons que c'est peut-être plus facile de vous avoir ici pendant 48 heures ou 72 heures, vous les décideurs. Venez et rencontrez ces gens-là ici, vous parlez et vous signez des intentions, des lettres d'intention et des collaborations à partir d'ici. Comme ça, ils savent que quand ils sont au pays, ce chemin est ouvert. Donc c'est un peu ça la question. Si je veux expliciter encore la question, c'est est-ce que vous avez suffisamment de niveau de décision et d'engagement? Vous-même et les personnes d'autres qui sont dans cette chaîne pouvaient venir ici, signer à partir d'ici. Je pense que, bon, vous allez trop loin pour rien. C'est vrai que le pays désire bien recevoir des investisseurs et tout, mais je ne vois pas forcément ce qu'un investisseur privé a à faire forcément avec toutes ces autorités-là. À partir du moment où nous avons un guichet unique, c'est pour une entreprise, pour créer son entreprise, faire appel à ses capitaux et démarrer l'affaire. Maintenant, ça dépend de qui est au fait du besoin. Et nous pouvons donc accompagner vers l'autorité compétente pour que la personne soit servie. Mais bon, parce que vous parlez de manière générale, donc moi je vous dis qu'il y a une volonté ferme d'accompagner les partenaires privés dans leur investissement au pays. Maintenant, au cas par cas, on verra. S'il faut venir ici, mais il y a d'abord, on peut travailler par Zoom, à distance, jusqu'à ce que ça soit réellement un besoin pour nous de venir. Et là, on verra. Ok. Monsieur David, vous qui êtes proche de la diaspora, pensez-vous est-ce que vous recevez aussi des questions comme celles que je suis en train de poser? Comment vous réagissez à ça personnellement? Je pense que ce que le conseiller spécial était en train de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a un outil puissant qu'on est en train de mettre en place. C'est le fonds d'investissement de la diaspora. Effectivement, l'idée, c'est justement de pouvoir, à travers cet outil, absorber toutes ces opportunités de financement qui existent. Et le fonds d'investissement de la diaspora, en amont de ces fonds qui peuvent venir, fait un travail d'identification des opportunités et déjà d'analyse, une sorte de due diligence sur les différentes opportunités d'investissement qui existent. Comme ça, lorsque les fonds arrivent, il y a déjà des projets palpables sur lesquels ces fonds-là peuvent être acheminés. Et ça, c'est ce qu'on appelle les investisseurs passifs. C'est comme ça qu'on voudrait travailler avec la diaspora. Dans la diaspora, on peut avoir des investisseurs passifs qui, eux, amènent leurs fonds. Ils ne vont pas forcément aller sur le terrain, ils vont pas forcément... Mais le fonds identifie déjà des opportunités où ils peuvent investir, principalement dans le secteur agricole. Après, le fonds peut travailler aussi avec des investisseurs actifs, qui sont mi-investisseurs, mi-entrepreneurs, qui connaissent déjà certains milieux dans un territoire, dans un des 145 territoires, et qui sont intéressés à non seulement mettre de l'argent, mettre du temps, mettre leur expertise pour le développement de ce milieu-là. Et le fonds peut accompagner avec des fonds additionnels, mais aussi accompagner avec tout l'apport technique nécessaire pour que les projets se réalisent sur le terrain. Ok, très bien. Il y a une question qui m'arrive rapidement, peut-être je vais la poser à vous. Vous savez qu'il y a une chose dont on n'a pas souvent parlé, c'est le transfert des fonds ou d'argent. C'est un problème très courant dans la diaspora. Donc certaines personnes peuvent investir
5, 6, 10 millions, mais quand il faut transférer, emmener cet argent chez nous, passer de nos banques ici aux banques locales, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de mesures qui font que certains peuvent perdre même jusqu'à 15-20% de leur argent juste pour emmener ces fonds ou ces capitaux. On va plus parler des capitaux, par exemple, au pays. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est un problème très sérieux. Est-ce que dans le cadre des 115 territoires, cet argent qui va venir, surtout si ça vient des petits investisseurs, c'est lourd pour eux, quels sont les mécanismes que vous mettez en place? Peut-être qu'il faut que je pose ça au conseiller. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour alléger les taxes ou les frais de transfert internationaux d'argent? Dans le cadre justement de l'initiative du fonds d'investissement, nous avons même des fiscalistes qui travaillent là-dessus pour faire un peu, comment dirais-je, ce qu'on appelle l'étude comparée des systèmes. Donc, on a vu comment que dit la loi, n'est-ce pas, dans la Belgique, pour ceux qui doivent transférer. On voit du côté congolais. Ainsi, on essaye de proposer, si vous voulez bien, des tuyaux, de voies qui soient, en tout cas, les meilleurs pour un Congolais qui doit transférer ce fonds dans le pays. Okay. En tout cas, merci beaucoup d'être arrivé à Atlanta, aux États-Unis et surtout à Atlanta, chercher la diaspora. Et la diaspora, je peux vous rassurer, en tout cas moi, nous sommes prêts à accompagner. Ce pays-là est notre pays et nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons faire pour l'accompagner. Le plus souvent, c'est un problème de communication qui manque ou qui n'est pas bien fait. Donc, nous apprécions beaucoup ce que vous faites et nous voulons vous assurer que ce soit le studio ETL dont j'ai la charge de conduire et tout le Global Connection et tout le monde, nous sommes prêts à rester avec vous pour accompagner cela. J'aimerais donner la parole au professeur pour soit dire son dernier mot, ce que je n'ai pas posé comme question, c'est qu'il aimerait dire autant pour FIS que pour la présence de l'équipe du conseiller ici à Atlanta. Rapidement, peut-être deux petites choses. La première, c'est ce qui touche aux petites et moyennes entreprises, que nous appelons ici aux États-Unis small business, ou encore c'est étendu jusqu'à SMEs. Je crois que l'économie d'un pays se développe sur base de petites et moyennes entreprises. Aux États-Unis, c'est les petites et moyennes entreprises qui créent 60% d'emplois. C'est les petites et moyennes entreprises qui contribuent largement à la taxe qui fait que le gouvernement américain a les moyens pour fonctionner. Quand ça arrive au Congo, je n'ai jamais compris pourquoi on pense que 500 000, 1 million qu'un membre de la diaspora peut investir, c'est petit, c'est rien. Et il faut aller courir derrière les grands investisseurs. C'est ici où je veux encourager mes compatriotes à comprendre que leurs petits avoirs, 50 000, 100 000, 200 000, c'est ça qui va contribuer à la création d'emplois et au développement du pays. Si les gros investissements viennent, ça c'est une autre question. Mais occupons-nous de cette affaire parce que nous en avons le moyen. La deuxième petite remarque que je veux soulever ici, c'est en ce qui concerne le transfert de fonds. Nous avons, FIS a été contacté par le ministère du Commerce, je vais dire le ministère de l'Économie, donc le Secretary of Treasury, ensemble avec d'autres académiciens et praticiens experts pour analyser spécialement cette question de transfert de fonds pour que le gouvernement, les agences de transfert puissent créer des conditions qui permettent que l'argent qui est transféré puisse contribuer effectivement au développement de pays d'origine de ceux qui sont de la diaspora. Et nous croyons que les réflexions sont aussi au pays pour pouvoir mettre les énergies ensemble et trouver des solutions très pratiques à cette question.
Quant à FIS, je ne peux que dire merci au conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et sa délégation avec M. David ici. Nous avons fait un travail que personnellement j'apprécie. Nous ne sommes pas allés seulement à la recherche de l'argent dans la diaspora, mais nous sommes allés à la recherche des compétences, des expertises et même des entrepreneurs sociaux pour que tous ensemble, le pays commence à trouver ces relèvements que les nouveaux dirigeants sont en train de rechercher et de nous inviter tous à être acteurs. Je peux dire ici que FIS, qui n'a pas la porte fermée, mais qui est ouvert à la collaboration avec d'autres organisations congolaises de la diaspora, nous allons montrer que nous sommes les enfants de ces pays-là, quand bien même nous vivons loin ou quand bien même sur les documents, certaines dispositions nous privent de croire que nous sommes les enfants du pays. Très bien. Ça, c'est une autre question très intéressante, que certaines dispositions nous privent cette identité-là. J'aimerais l'adresser directement. Monsieur David, je vais vous laisser, avant de finir avec le conseiller spécial, nous dire s'il y a une question je ne vous ai pas posé, une chose que vous aimeriez que les gens retiennent de votre passage ici, vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais juste soulever en dernier lieu, c'est le forum de la diaspora. En fait, le forum de la diaspora est un cadre que nous avons mis en place pour permettre à la diaspora, de manière régulière, nous voudrons faire ce forum-là chaque année, pour permettre à la diaspora de discuter avec les autorités publiques, mais aussi avec les entrepreneurs qui sont basés en RDC. Nous sommes en train d'organiser ce forum pour le mois de novembre et nous espérons que la prochaine fois qu'on va intervenir dans ton émission, ce sera à Kinshasa durant le forum de la diaspora où tu pourras nous permettre aussi à la délégation de la diaspora qui sera là, mais aussi aux autorités publiques de la RDC, de s'adresser à cette diaspora qui est très dynamique, qu'on sait très dynamique, et on voudrait pouvoir continuer à mettre en place ce cadre où la diaspora, les entrepreneurs qui sont au pays, les autorités publiques peuvent discuter et voir comment emmener le pays vers le développement. Merci, emmener le pays vers le développement. Conseiller spécial Judé, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon cher frère et compatriote. Merci au président professeur Ngoy. Merci à toute la diaspora pour l'accueil. Merci pour la sollicitude. Et donc, je vais rentrer au pays avec une entière satisfaction et un espoir que les ponts qui est déjà établi ne sera pas rompu. Il faut que ce pont demeure pour que dans les jours à venir, les Congos puissent effectivement se relever avec les mains de tous, avec les bras de sa diaspora et de ceux qui sont dans le pays. Vraiment, une fois de plus, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous étions ici pour recevoir nos invités de Kinshasa, mais aussi le professeur qui vient de Charlotte, au North Carolina, où il est basé. C'était pour nous un plaisir de parler aujourd'hui de projets de 145 territoires en République démocratique du Congo. Projet, pense-t-il, que ça peut aider à résoudre, à lutter, si vous voulez, contre la pauvreté en République démocratique du Congo. C'était pour vous, Franck Kiata, pour le compte du Studio ETL et Finan TV. Merci et à la prochaine.